Bonjour, bonjour et bienvenue. Bienvenue dans ce numéro 18 de Carter et Piston. Alors pour ce numéro, je me trouve chez Globetrotter, enfin plus précisément chez Sophie et Y. Mais avant de vous les présenter, on va faire un tour du sommaire. Mash, cette sympathique marque, nous présente sa vision d'Earthtrack avec sa 250, mais surtout sa 650. Une très très belle surprise. Il y a quelques temps, je vous présentais la 500 Royal Enfield Trial Works Replica. J'ai enfin pu faire l'essai de cette moto à série limitée. C'est la moto la plus vendue au monde. Son succès est sans faille depuis bien longtemps. La BMW R1250 GS est une véritable icône. Mais face à sa sœur RT, tient-elle la comparaison dans un essai Grand Tourisme? 30 ans que la Triumph Speed Triple a fait tourner les têtes. Sa nouvelle petite sœur arrive avec son moteur Moto 2. Bienvenue à la Street Triple. Comme je vous l'ai dit en début d'émission, je suis donc chez Globetrotter. Sophie Y, bonjour, merci de m'accueillir chez vous. Bienvenue. Merci. On est dans votre garage, on est aussi un peu chez vous. Vous allez un peu m'expliquer comment vous fonctionnez, d'où vous venez, ce que vous faites. Mais avant ça, on va faire un petit tour de l'actu. Actu. 56 ans de trial et un anniversaire, celui de Victor Ligo, une des figures emblématiques du trial belge et du trial classique d'aujourd'hui. Pour ses 80 ans, ses amis trialistes s'étaient réunis en secret sur le terrain d'entraînement de Victor. Une vraie fête de l'amitié autour de quelques zones tracées et évidemment quelques verres ensuite. Victor et son épouse sont toujours sur tous les trials classiques et Victor reste un très très fin guidon. Heureux anniversaire, Victor. Connaissez-vous la coupe de Maldegem? J'avoue que moi je ne connaissais pas. En fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était une épreuve clandestine de motocross qui était organisée sous le nom de la Coupe van Maldegem. Jusqu'à présent, très peu de choses ont été publiées sur cette épreuve. Il faut savoir qu'entre 1940 et 1943, seulement 4 épreuves se sont déroulées. Un livre est sorti pour retracer cette épopée clandestine du motocross belge pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est donc un livre à découvrir que je vous invite à feuilleter parce que c'est vraiment un régal de voir les machines de l'époque et voir que malgré les conditions et malgré l'histoire, les gens voulaient continuer à faire du motocross et de la moto. Marc Marquez, quel phénomène ce Marc Marquez, on aime ou on n'aime pas, mais il faut quand même bien avouer qu'il aura marqué cette saison, mais marquera aussi l'histoire de la moto par son style et ses performances. Le team officiel Honda Racing vient de publier une vidéo qui rend hommage au 8e titre mondial de son pilote vedette. Marc Marquez et le HRC confirment qu'ils sont toujours partenaires pour les années à venir et que le succès ne va faire que se confirmer. La très appréciée Kawasaki Ninja 650 est complètement renouvelée pour 2020. Il concilie des performances sportives et une facilité d'utilisation au quotidien. Son bicylindre parallèle de 650 cm3 se montre brillant à bas et à moyen régime. C'est une moto qu'on découvrira dans les prochains mois lors, je l'espère, d'un test où nous serons conviés. Toujours chez Kawasaki, la nouvelle ZH2 Supercharged ouvre une nouvelle ère dans la catégorie des Hyper Naked Bikes. La gamme Z de Kawasaki donne le ton depuis plus de 50 ans. Avec l'arrivée de la révolutionnaire ZH2 Supercharged, une nouvelle ère débute dans la spectaculaire histoire des Z. Attendez-vous à la plus radicale, la plus techniquement avancée et la plus puissante Z jamais produite. La ZH2 sera le nouveau vaisseau amiral de la gamme Z. Il va de soi que ce qui retient d'abord l'attention de cette moto est son moteur, un 4 cylindres de 998 cm3, suralimenté par un compresseur développé et produit chez Kawasaki. Cette mécanique développe l'extraordinaire puissance maximale de 200 chevaux pour un couple de 137 Nm, ce qui se traduit par des accélérations résolument hors du commun. La Z Ultime a été développée selon le cahier Next Generation Sugoi Styling
Voilà, un style qu'on aime ou qu'on n'aime pas chez Kawasaki, mais qui a le mérite évidemment de trancher par rapport à ce que fait la concurrence. Ce nouveau style se complète d'équipements résolument actuels, tels que l'éclairage 100% LED, l'écran TFT, les quick shifters up and down, régulateurs de vitesse de série, et de nombreuses aides électroniques à la conduite, telles que le traction control, le système ABS intelligent, qui fonctionne aussi sur l'angle, le cornering management, un choix de différents modes de conduite et de contrôle de wheeling. Tout cela, en plus, peut être contrôlé grâce à la connectivité Bluetooth et une app appelée Rideology. Cette app permet au pilote de communiquer avec sa machine et de disposer de toutes les informations utiles concernant sa moto et le trajet effectué via l'écran de son smartphone. Le team Kawasaki a travaillé dur pour arriver à un équilibre dynamique entre performance et fiabilité. Le très apprécié cadre treillis déjà utilisé sur d'autres modèles équipés du turbo a été entièrement revu pour la nouvelle ZH2. Les étriers de frein Brembo M4 et la fourche Showa BPF sont quelques-uns des équipements de référence qui équipent cette nouvelle moto. La ZH2 arrivera chez les dealers Kawasaki à la mi-février. Accrochez-vous. Après Husqvarna et feu Husaberg, c'est au tour de Gaz de tomber dans l'escarcelle du premier constructeur de motos européen, KTM. Tony Bou, vous connaissez Tony Bou ? 26 fois champion du monde de trial, rien que ça. 13 fois champion du monde indoor, 13 fois champion du monde en trial GP, c'est un monument du monde de la moto et le pilote moto le plus titré de toute l'histoire. C'était son anniversaire il y a quelques jours. Joyeux anniversaire Tony. Et pour fêter ça, mais surtout pour fêter aussi son dernier titre mondial, Honda HRC a produit cette belle vidéo pour mettre ce pilote à l'honneur, ainsi que son coéquipier Fujinami. Bon, Sophie Y, racontez-moi un peu votre histoire, parce que je crois que vous avez une vraie histoire à raconter. Ouais, tout à fait. En effet. En fait, notre histoire a commencé il y a 2 ans. On est parti 1 an au Canada. Donc on est juste parti avec notre sac à dos là-bas. D'accord. Et là-bas, on a acheté un pick-up, on a acheté un camper. Donc c'est une espèce de camping-car qu'on met dans la... C'est une cellule, c'est ça? C'est une cellule, c'est ça, ouais. Qu'on met dans la benne du camper. Ouais.
Et là, on a pris la route pendant toute une année, à travers tout le Canada. C'était un projet que vous aviez depuis longtemps, de faire de la route comme ça, ou bien c'est le hasard de la vie qui a fait que... Pas du tout. Hein. Ben, ce qu'il y a, c'est que moi, avant de rencontrer Greg, ça faisait 2 ans que je vivais en Australie. Et puis, ben, quand on s'est rencontrés, je lui ai dit qu'il fallait qu'on voyage encore. Ça me titillait très fort. Et donc, on est parti au Canada, mais ce n'était pas prévu de longue date, non. D'accord. Et donc, vous avez sillonné les routes du Canada pendant une année? Une année entière, ouais, c'est ça. Donc, on a traversé le Canada, on a fait l'Alaska, on a fait le nord des États-Unis. On a roulé, je crois, 40 000 km à travers le Canada, ouais. Sur un an? Sur un an, ouais. Sur un an. Quel est le lien avec la moto? Moi, j'ai toujours roulé à moto depuis que je suis gamin, je suis passionné de moto. D'accord. Sophie, c'est venu un rien plus tard, mais elle a vite embrayé aussi. Et alors là-bas au Canada, alors? Là-bas au Canada, on a fait beaucoup... Parce qu'on voulait voyager 1 an à moto, mais c'est vraiment trop compliqué. Donc c'était le campeur qui nous paraissait le plus simple pour faire une année au Canada. Au Canada, parce que surtout, c'est pas facile. Ouais, non. Mais en contrepartie, on a fait beaucoup d'événements moto à travers tout le Canada, sur notre chemin. Dès qu'il y avait un événement, on s'arrêtait pour... des brocantes moto, des shows moto. Et alors là, quoi, il y a une idée qui vous est venue en tête? À la fin de notre année au Canada, on a travaillé quelques mois dans une ferme laitière pour se refaire un peu de cash, évidemment, il n'y a pas de secret. Ouais. Et là, je regardais souvent les petites annonces au Canada de ce qu'il y avait à vendre au niveau moto. Ça, c'est quand t'es motard, c'est obligatoire. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de vieilles motos à des bons prix, que le taux de change n'était pas mauvais. Donc on s'est dit, au lieu de retourner avec l'argent qu'on a gagné à la ferme, on va essayer de l'investir dans des vieilles motos qu'on va ramener et essayer de vendre en Belgique. D'accord. C'est comme ça que ça a commencé le projet. Et donc vous avez rempli un conteneur C'est ça. et vous l'avez ramené. Oui. Alors bon, ok, d'accord, jusque-là l'histoire est belle, mais bon, c'est quand même pas simple d'apporter des motos. Au niveau administratif, ça se passe comment, Sophie? Bah, c'est pas simple, et surtout que le monde de l'importation, c'est vraiment, il faut rentrer dedans, puis il n'y a pas un descriptif de dire oui, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Donc vous avez un agent sur place? Non. Donc nous, on fait vraiment tout de A à Z. On va chercher les motos, puis on les met dans un container, on fait dédouaner, puis on fait tous les papiers, etc. pour que la personne qui nous l'achète, elle puisse rouler avec tout de suite, très facilement. Et donc tout ce qui est papier, c'est moi qui m'en occupe, je fais tout vraiment moi-même. Et donc à partir du moment où vous ramenez, où les motos arrivent ici, où vous les mettez en ordre de manière administrative, il y a un peu de mécanique, ou bien tu prends les motos et tu les vends telles quelles? Il y a toujours un petit côté mécanique, donc généralement je fais un petit check de la moto, je vais l'essayer, j'essaie de trouver tous les points faibles de la moto avant de la vendre. Après on n'est pas des restaurateurs, on ne fait pas d'entretien, on fait pas pour des particuliers ni rien, on ne fait pas tout ça. Mais on fait toujours un gros check de la moto pour savoir exactement ce qu'on vend, qu'il n'y ait pas une déception quand on vend. Donc, on n'achète pas un chat dans un sac chez Globetrotter. Donc le gars est parfaitement au courant de ce qui reste à faire ou pas sur sa moto. D'accord. Est-ce que vous ne mettez pas comme une petite condition aux acheteurs qui viennent acheter une moto chez vous? Il y a toujours cette envie de créer une communauté, et donc c'est pour ça aussi qu'on a créé cet espace-ci dans notre entrepôt. C'est pour se dire, tu viens acheter une moto chez nous, mais repasse après, viens boire un verre et viens discuter un peu de l'expérience que tu as avec ta moto de chez Globetrotter. Parce qu'en fait, ici, on est dans le garage. C'est ça, on est au fond de l'atelier. C'est quand même génial, quoi. Et alors, le nom, c'est qui a trouvé le nom? Ça a vraiment été... on a fait quelques voyages ensemble en moto, dont on est allé jusqu'en Croatie en moto, en passant par l'Autriche, la Slovénie, etc. Puis on est parti au Maroc en moto. Et alors c'est vraiment de ces voyages-là qu'on avait en fait envie de créer du contenu, parce que j'aime beaucoup faire de la photo et écrire des articles. Et donc on voulait vraiment faire du contenu d'abord, et c'est là qu'on a créé Globetrotter. Mais avant de créer le projet des motos. Donc, mais après voilà, le projet des motos s'est lancé et on s'est dit Globetrotter, ça colle complètement. Ça colle parfaitement. Et donc, premier conteneur, il y a quoi, 1 an? Il y a 1 an, au mois de mai l'année passée. D'accord, et là vous en êtes à? 3e conteneur. On espère partir pour le 4e cet hiver. Ah oui, donc vous allez partir à la chasse cet hiver, et si mes renseignements sont bons, en hiver on ne roule pas à moto au Canada? C'est ça. C'est bien ça. Hein? Tout l'hiver c'est interdit de rouler, et donc évidemment nous les motos qu'on trouve là, complètement interdit. Donc nous les motos qu'on trouve là-bas, l'avantage c'est qu'elles ne voient pas le sel ni rien, puisqu'elles sont stockées et elles ont moins de kilomètres. Donc c'est un très bon plan. Alors quelles sont les motos qu'on trouve le plus finalement?
Des vieilles anglaises, des vieilles... On trouve un peu de tout. Je crois qu'à peu près toutes les marques sont représentées, sauf BMW évidemment. La marque allemande, c'est pas trop exporté là-bas au Canada, il y en a très peu. Sinon, on trouve des anglaises, des japonaises, des américaines évidemment. Forcément, beaucoup d'américaines. Mais sinon, on trouve vraiment un petit peu près de tout. Parce que j'ai vu ici dans l'atelier, il y a quand même quelques belles choses, hein, de la BSA, de la Rocket, il y a quand même de la belle moto, quoi, vraiment. Enfin, je dis pas que les autres sont moches, mais c'est des motos qui sont un peu légendaires, qui ont une icône. Est-ce que au Canada, vous avez vu des MASH? Ça, bonne question. Moi, je pense pas. Il ne doit pas y en avoir beaucoup. Il ne doit pas y en avoir beaucoup. Ben, je vous propose de découvrir la dernière MASH. C'est une 650 qui a été un peu développée dans un esprit dirt track. Et on va aller découvrir cette moto à la frontière belgo-hollandaise, du côté de Maastricht-Vals, un très bel arrière-pays. On va faire un peu de tourisme au guidon de la MASH 650. On ne soupçonne pas les merveilleux coins très près de chez nous. Juste à la frontière hollandaise, la région de Vals offre de magnifiques paysages et des routes vraiment parfaites pour de belles balades à moto. Châteaux, sous-bois et routes tranquilles sont accessibles même si le week-end, le coin est quand même assez fréquenté. C'est dans cette région que je vous propose de découvrir la dernière née de chez MASH, la 6,5 Dirt Track. En voilà une bonne surprise. D'abord, cette MASH 650, on l'avait découverte ensemble au salon, rappelez-vous, au mois de janvier. On était sur des charbons ardents pour pouvoir l'essayer. C'est maintenant chose faite et c'est vraiment une belle surprise. C'est un 650 cm3, il fait 40 chevaux, c'est un bon gros mono, on retrouve des vraies sensations. Ceux qui ont connu ce genre de sensations sur les Yamaha XT par exemple, il y a déjà très longtemps, eh bien, peuvent les retrouver sur cette moto qui est facile, basse de selle, très facile à conduire parce qu'elle a un grand guidon, donc on a un grand bras de levier. Et en fait, c'est une moto instinctive, pas d'électronique, on a juste un ABS. Cette moto est évidemment homologuée aux normes Euro 4 et bientôt Euro 5. Et c'est la toute bonne surprise de chez MASH. On est un cran au-dessus de la production actuelle qui, pour le moment, se limitait à la 500, qui est en fait une 400 cm3 et qui était un peu courte en fait. Ici, on a quelque chose qui a du répondant, quelque chose qui est joueur et qui même n'hésite pas à aller faire un petit tour hors des sentiers battus. Alors là, je suis assis sur la 250. Avouez, comme moi, qu'elle est tout simplement splendide. Je parlais de la XT, en voilà un hommage assez fabuleux parce qu'on est dans ce rappel de teinte, on a les jantes dorées, quelle belle petite machine. Et pour une 250 cm3, il faut cravacher évidemment un peu plus, mais je vous assure que c'est quelque chose qui est très très sympa à conduire. Alors voilà deux machines qui sortent d'une production un petit peu ordinaire. MASH est une société française, alors les machines sont construites en France, les exemplaires prototypes sont envoyés alors en Asie, où une première série de 10 pièces sont fabriquées. Elles sont ensuite recontrôlées, revalidées, et le patron part alors pour la production des 50 premières machines, si mes souvenirs sont bons, pour un contrôle minutieux. Donc voilà, MASH s'élève en termes de finition, MASH s'élève en termes de qualité, mais reste toujours d'un prix très accessible. Et donc voilà, moi je ne vous propose qu'une chose, allez essayer ces deux motos, vous serez vraiment surpris. Bon ben voilà une machine bien sympa, franchement ces petites MASH c'est des chouettes motos, ça marche super bien et on en a vraiment pour son argent. Bon, vous nous avez un peu raconté votre histoire, comment vous fonctionnez, comment vous prenez une moto au Canada, comment vous allez la livrer avec votre camionnette chez l'acheteur ici en Belgique. Mais il n'y a pas que ça, vous êtes venu avec un concept que nous on ignorait et j'ai entendu parler d'un truc, ça s'appelle le moto-social, c'est ça? C'est bien ça. Le moto-social, c'est un concept qui vient du Canada et plus précisément de Toronto. D'accord. C'est un couple aussi passionné de bécane qui a développé ça. Et alors c'est quoi l'idée? L'idée, donc, c'est de rassembler les gens. Alors, il y a des personnes qui nous demandent, oui, mais qu'est-ce qu'on y fait? Mais on n'y fait rien. On se retrouve, on boit un verre. On rassemble les gens autour de la moto. C'est ça. Donc, c'est le moto-social. L'idée, c'est de rassembler les gens autour d'une passion commune qui est la moto. Après que tu viennes en moto, à pied, en vélo. Le but, c'est d'être ensemble. D'accord. Et donc, vous communiquez quoi via les réseaux sociaux? Vous avez créé une page Facebook? C'est ça. Qui s'appelle comment?
de moto sociale. Moto sociale. Donc si on va sur Facebook Moto sociale, C'est ça. on peut adhérer au groupe où on a les infos et... Oui. Donc, mais c'est un groupe international, puisque le moto social a démarré à Toronto, puis s'est développé dans les grandes villes canadiennes, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, en Australie, et alors en Europe, on a Hambourg en Allemagne et Londres en Angleterre, et puis Namur en Belgique. Ah oui, d'accord, mais c'est génial ça. Ah oui, c'est top. Et vous avez démarré ça quand? Cet été-ci, c'est ça. Ça se passe de mai à septembre, tous les derniers mardis du mois. Et donc, c'était la première saison cette année et on est super content du résultat. Et donc, en fait, vous vous êtes vu combien de fois cette année? Donc, on s'est vu 5 fois. 5 fois, et c'est toujours au même endroit? Non, chaque fois des endroits différents. C'était où? Donc, on a commencé dans un petit snack qui vend des burgers. Ouais. Et puis, on est passé aussi sur la Citadelle, en plein centre de Namur, au bistrot belgo-belge. Et puis, on est allé aussi à la brasserie de la Houppe. Enfin, voilà, on fait pas mal. Première réunion, vous étiez combien? On était 10, je crois, au premier. 10 sous la pluie. Et la dernière? Une centaine, une bonne centaine. Ouais, dans le plein centre de Namur, une centaine. Et vous avez des groupes de motards du coin qui ont adhéré à l'idée? Oui, du coin et puis même de plus loin. Après, on essaie de concentrer la population namuroise. Après, si on vient de Bruxelles, de Liège, on peut venir. Après, ça se passe en semaine, donc voilà, c'est un peu plus délicat. En semaine, la journée, le soir? Le soir, de 19 à 21. Un apéro, quoi. C'est ça. Ah, ouais. Ah ben c'est vachement sympa, ça. Ça, c'est vraiment chouette. Moi, je vous invite à être attentif à la page, évidemment, dès le printemps prochain, parce que là, maintenant, c'est un peu tard, pour regarder le moto social et venir boire un verre et de rencontrer ces deux phénomènes en chair et en os. Je ne sais pas si au Canada, il y a des motos de trial. Il y en a, si. Il y en a. Ouais, Quel genre? Bon, il y a aussi tout, moi je regarde toujours les anciennes, donc toutes les petites TL là, qui sont les TL de chez Honda, qui sont assez présentes. Il y a un peu de Kawa aussi qui sont. Il y a un petit peu de tout. Ouais. D'accord. Bah, tu sais que moi j'aime ça le trial, on roule avec des potes le dimanche, on se fait plaisir, avec des vieilles motos et des mecs vieux. Et en fait, il y a quelques temps d'ici, je vous parlais de la Royal Enfield Trial Works Replica. Eh bien, j'ai eu la chance de faire un bout d'essai au guidon de cette moto. On va aller la découvrir sur les petites routes hollandaises. And here comes the 5 times world champion Johnny Britton on the way to make it 6. 26 gold medals, 7 silvers, all-time phase team members. The Royal Enfield factory team has the vault in a corner. Lancée en 1948, la très innovante Bullet Trial de 350 cm3 était la première moto de série à proposer une suspension arrière à bras oscillants. 2 ans plus tard, un jeune homme talentueux de 18 ans rejoint Royal Enfield, John Victor Brittain, bien connu dans le monde sous le nom de Johnny Brittain, et il deviendra le pilote vedette de la marque. Pour vadrouiller entre les champs et surtout pour rendre hommage à Johnny Brittain, qui a remporté près de 50 victoires dans les années 50, dont les internationaux Six Day Trial, sans devenir une pure enduro, l'Indienne prend quelques équipements afin d'assurer dans les parcours difficiles. On lui découvre des pneus à pavés, un échappement relevé permettant de passer les gués, des garde-boue allégés, des soufflets de fourche, un guidon renforcé et une grille de protection pour le phare. L'assise a pas mal changé, en privilégiant l'expédition en solo, la place du passager a disparu au profit d'un porte-bagages qui peut encaisser jusqu'à 15 kg de charge. À son guidon, cette petite machine procure un plaisir bien connu des amateurs de cette marque, avec ce petit plus pour pouvoir sortir des sentiers battus. La mécanique n'est pas modifiée, sentant toujours la technique et les performances d'une autre époque, le monocylindre sort quand même 27 chevaux, mais qui sont bien présents. La Royal Enfield Bullet 500 Trial Works Replica est produite en série limitée à 500 exemplaires.
Bon, pour continuer cette émission, je vous propose d'accueillir Jeroen Lissen, qui est en fait le porte-parole de BMW Belux. Bonjour Jeroen. Bonjour Thierry. Tu vas bien? Merci de m'avoir invité. Écoute, je suis ravi de t'accueillir et en plus, je te dis bravo parce qu'on est au mois d'octobre, la météo n'est pas vraiment géniale et tu es venu en moto. Bravo. C'était une belle petite route Oui, c'était de très sympa. Anvers jusqu'ici chez Globetrotter. J'adore la location, oui, c'est top. C'est très chouette, hein? Très sympa. Et tu as fait connaissance évidemment de Sophie et Greg, hein, qui sont les tenanciers de l'endroit. Et ils vont te raconter un peu leur histoire tout à l'heure. Tu verras, c'est très très sympa. Mais on est ici tous les deux pour parler un peu de BMW, évidemment. Et on va parler de l'année 2019. Comment s'est passée cette année 2019 pour BMW? Donc, pour t'expliquer en 2 mots, Thierry, oui, c'était une année excellente, on peut déjà dire, en fin de saison. On finira avec des ventes de 3300 motos, ce qui veut dire qu'on reste le numéro 1 sur le marché dans le segment au-dessus de 500 cc. Même en général, on sera le numéro 1. Comme au Luxembourg, d'abord, pour la première fois, au Luxembourg, on aura dépassé Harley-Davidson comme numéro 1 dans le segment au-dessus de 500 cc. Donc, d'un point de vue commercial, une excellente année, je dirais. Mais il y avait d'autres points culminants. On avait notre Dealer Clash. Oui. Tu étais là, je pense. Alors, pour rappeler aux spectateurs, le Dealer Clash, c'est un concours de préparation qui se fait entre les dealers BMW. Oui. Donc, tous les dealers qui ont participé ont construit, customisé une R90, une moto de notre segment Heritage. Et il y avait un jury professionnel qui a élu le gagnant. C'était super. On avait beaucoup de succès. Un autre point culminant, je pense, de l'année 2019, c'était notre Motorrad Day à Nivelles, où on a accueilli plus de 5000 motards BMW dans la très belle ville de Noël. Oui, on a été très bien accueillis par la ville. Qui était toujours mal connu par beaucoup de motards flammands. Hein, il y a eu des heures de gloire. Nivelles, évidemment, avec son circuit à l'époque. J'ai roulé sur le circuit de Nivelles, mais tu vois, mes poils sont blancs. C'est une vieille histoire, mais c'est une belle manifestation. Oui, et la ville nous a très bien accueillis. Le bourgmestre était là toute la journée avec son t-shirt BMW. Super. Ouais. Et bon, bah, évidemment, dans cette belle année, évidemment, 2019, les best-sellers chez BMW, c'est quoi? C'est pas une surprise pour toi, je pense, si je te dis que c'est toujours notre GS. Donc, sur 3300 motos vendues, on aura atteint 1300 GS et GSA. Hein, oui, c'est incroyable, surtout vu que d'un point de vue de prix, c'est pas la moto la moins chère de notre gamme. Hein? C'est sûr qu'on démarre à la GS de base. 17 000 environ. Oui, mais si une GSA, pour une GSA, tu as vite 22. Quelques options. Oui, avec quelques options, tu as vite 22 000 euros. Mais c'est une machine dont le succès ne se dément pas depuis bientôt 30 ans. Oui. Hein, vous êtes au sommet des ventes. Oui. Je crois que c'est la moto la plus vendue au monde, on peut le dire. Oui. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle a dépassé la RT, qui était dans le temps la moto la plus vendue, la BMW la plus vendue. La grande raison pour laquelle, c'est le confort. La GS, dans l'histoire, la GS dans les années, elle est devenue de plus en plus confortable. Sans avoir perdu ses qualités off-road. Oui. On ne soupçonne pas toujours les qualités off-road de la GS. D'ailleurs, il y a des écoles de pilotage qui sont dédiées à la prise en main de la GS parce qu'on se dit c'est une moto qui est devenue routière mais plus vraiment un trail, alors que pas du tout, c'est une moto qui est capable de vraiment de performance. Maintenant, il faut laisser les choses à leur place, c'est une moto de 250 kg, comme tous les gros trails des autres marques d'ailleurs. Ce n'est pas quelque chose qui est inhérent à la GS, mais ça reste de grosses motos à maîtriser, mais elles ont des capacités de franchissement qu'on ne soupçonne pas. Bonne question, parce que à partir de cette année, on offre à tous les acheteurs d'une GS
un voucher de training, un training gratuit, une journée qu'ils reçoivent pour aller prendre en main la moto chez un partenaire de BMW. Pour un très petit prix, ils peuvent faire ça avec une moto de l'école, afin de ne pas prendre aucun risque avec sa propre moto. Et je peux te dire, Thierry, je suis un vrai ambassadeur de ce type de écolage parce que j'ai suivi le cours moi-même et j'ai appris beaucoup de choses pendant une journée. Et puis mise en confiance. Oui, bien sûr. Non seulement sur le maîtrisage de la moto, mais aussi sur la technique. Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Franchissement, position du corps, regard. Tout se passe. Donc tout se passe à très faible vitesse, on ne prend pas de risque. Si maintenant, moi j'ai acheté une GS il y a 1 an ou 2 et je veux participer à ce genre de journée, c'est possible? Oui, c'est bien possible. Oui. D'accord, il faut s'inscrire, on va sur le site BMW Motorrad. On va sur le site et on peut s'inscrire. Tu m'as dit que vous étiez en tête du marché au-dessus de 500 cm3. Pourtant, BMW a une offre en dessous de 500 cm3, qui sont toute la gamme 310, qui offre des solutions de mobilité aussi sur des machines plus légères, ainsi que vos scooters. Est-ce que cette gamme remporte du succès? Moi, j'en vois sur les routes des 310. Oui, tout à fait. Sans oublier, Thierry, notre scooter électrique, la C Evolution, avec une autonomie de 130 km. Super machine. Parfait outil pour la ville, pour la mobilité urbaine. Il faut quand même admettre que BMW n'est pas encore bien connu dans le monde des scooters. C'est vrai. Oui. On est toujours perçu comme une marque de moto premium, surtout au-dessus de 500 cc. Oui. Notre gamme de scooters n'est pas encore assez connue, on pense. Là, il y a encore un peu de travail à faire. Oui, mais non, c'est un objectif de la marque. Ce sont des super produits, mais ils ne sont pas encore assez connus. On a parlé des best-sellers, évidemment, avec la GS et la RT. Il y a quelques jours, j'ai pris le guidon d'une R1250 GS et d'une RT, et je suis parti avec mon collègue Gérald Ouéry, et nous sommes partis en Côte d'Opale pour essayer ces deux machines, et pour les comparer, en fait, GS, RT, qu'est-ce qui est le mieux pour partir faire un petit week-end de tourisme dans le nord de la France. Je vous emmène en Côte d'Opale. On dirait un bout d'Irlande ou d'Écosse. Même si les côtes anglaises ne sont pas loin, nous sommes bien en France. Sur un magnifique coin appelé Côte d'Opale. Côte d'Opale par la couleur que l'océan Atlantique prend parfois. Nul besoin d'aller bien loin pour juger des qualités des deux machines confrontées lors de cet essai, la BMW R1250 RT et sa sœur, la célèbre GS. Deux machines qui tiennent le haut du pavé en termes de vente, mais aussi en termes de technologie. La haute GS, un concept qui révolutionna le voyage moto et qui provoquera bien des vocations de grands voyageurs, et moi le premier. Contre l'hyper efficace RT, sa sœur routière, qui, elle aussi, a provoqué bien des voyages tout autour du globe. Voilà un match qu'on attendait depuis longtemps, les deux grosses pointures de chez BMW, la GS, la reine GS, qui est passée maintenant en 1250 cm3, et son homologue routière évidemment, la RT, elle également, qui a bénéficié du nouveau moteur. Alors on est face à deux motos qu'on pourrait considérer comme similaires, mais pas du tout. Alors je me trouve assis sur la GS, pourquoi? Parce qu'au final, et je vais vous expliquer pourquoi, c'est celle que je préfère, mais il faut bien avouer que j'étais très surpris par la RT, parce qu'en fait, ce n'est pas spécialement ma moto de cœur, mais je l'ai trouvée, en tout cas, bien plus accessible que la GS. Pourquoi? Parce que d'abord, elle est beaucoup plus basse de selle, et donc elle conviendra quand même, je crois, à la majorité des formats des utilisateurs de cette moto. Ensuite, sa douceur d'utilisation, aussi bien au niveau des commandes que des suspensions, de l'accès à la protection avec un très grand pare-brise qui est réglable électriquement, et le confort de selle font que cette machine est vraiment une machine pour bouffer du kilomètre.
À côté de ça, on est avec la GS sur quelque chose de plus polyvalent évidemment, sur quelque chose qui accepte de faire de l'off-road, quelque chose qui permet de s'engager sur des petits chemins, d'aller se faire plaisir pour sortir des sentiers battus avec une machine avec de plus grandes suspensions. Les suspensions électroniques ici avec le système ESA sont d'une efficacité redoutable et personnellement j'aime mieux le look de cette moto. Je dois bien avouer en fait que cette RT m'a surpris parce que de prime abord cette moto est pour moi qui fait pratiquement 1,90 m et peut-être un peu petite. Je me sens peut-être un peu ramassé sur cette moto, alors qu'après des kilomètres de route, je ne ressens aucune fatigue ni aucune gêne à son guidon. Donc voilà un match assez particulier. Alors que dire évidemment de ce nouveau moteur? Alors le 1250 par rapport au 1200, on a évidemment inauguré un nouveau système qui est le twin cam. Donc en fait, en gros pour résumer, on est avec 2 cams par soupape, une cam qui agit sur les bas régimes et une cam qui agit sur les hauts régimes. Ce qui rend 2 caractères moteurs totalement différents. Et par rapport à la 1200, on a l'impression en fait que la cavalerie arrive plus vite et qu'on a en fait une courbe de puissance qui démarre plus tôt. Une fois qu'on ouvre vraiment les gaz sur une 1200 ou sur une 1250, on est relativement au même niveau de performance, il y a une dizaine de chevaux de différence, mais on est sur un régime d'utilisation qui en fait correspond le mieux à ce qu'on utilise en général sur la moto, c'est-à-dire entre 2500 et 4000 tours. Donc voilà, des machines évidemment abouties, des machines qui répondent à l'exigence de la clientèle BMW, mais qui évidemment aussi sont dans le ton BMW, puisqu'on est à 24 500 € sur la moto sur laquelle je suis assis. Et pour la RT, on est à environ 25 500 € sur la version qui est ici. Il faut évidemment préciser que les versions d'essai sont des versions qui sont full équipées avec tous les packages disponibles en option chez BMW. Et là, vous pouvez évidemment configurer la moto à votre goût et en fonction des options qui vous seront nécessaires. Vous avez ici à côté sur l'écran le prix de base à partir duquel ces motos sont proposées. Donc voilà, un match au sommet évidemment, sur les rênes de la route, sur une des motos les plus vendues au monde. Il fallait absolument faire cet essai, il fallait absolument passer par là et la comparer évidemment à sa consoeur routière. Donc voilà, les gars, en tout cas, la GS, ça reste une GS et la RT, elle m'a vraiment étonné. Voilà, Jeroen, quelle machine, c'est GS et RT, on a vraiment pris beaucoup de plaisir. Et je dois bien t'avouer que moi je suis un peu réconcilié avec la RT. J'ai toujours roulé en GS, ça va faire une quinzaine d'années que je roule en GS. Je n'ai pas honte de le dire, c'est comme ça, voilà. J'ai toujours aimé cette moto, j'ai fait des milliers de kilomètres, j'ai fait le Maroc, j'ai tout fait avec cette moto. Et la RT, j'aimais pas trop la position. Et je dois vraiment avouer qu'ici, on est sur un produit vraiment abouti, sur une moto d'un confort aussi assez incroyable. Et surtout un peu plus accessible que la GS qui est assez haute. Et en fait, la RT, on monte dessus, on a l'impression que cette moto est énorme, et en fait, elle est parfaitement équilibrée. Donc voilà, beaucoup de plaisir qu'on a pris au guidon de ces motos. On a parlé tout à l'heure de l'offre BMW qui va de 310 cm3 à 1600. Mais depuis quelques semaines, il y a des petites indiscrétions, des petites vidéos qui en fait nous mettent l'eau à la bouche sur un concept un peu particulier qui est la R18 avec un moteur boxer de 1800 cm3. En effet, Thierry, l'année prochaine, on se lance dans le marché Heritage haut de gamme avec la R18 qui en effet est une moto de 1800 cc, boxer traditionnel, avec cardan à nouveau, et un investissement énorme pour BMW Motorrad, avec lequel on va essayer de séduire des motards d'autres marques. Bon, il ne faut pas tourner autour du pot, votre cible est clairement Harley-Davidson, premièrement, oui. Mais on s'aperçoit aussi que tout le monde vient un peu avec des offres comme ça, parce que plus ou moins en même temps sort la Triumph Rocket de 1500 cm3. Et donc la R18, on le voit, on a vu quelques vidéos, elle est très impressionnante. On se rend compte que c'est un risque, mais on le prend. Ce ne sera pas évident, vu que les motards sont fidèles en général à leur marque. Oui, donc, c'est vrai. Oui. Et bon, en fait, cette moto est destinée au marché européen ou américain ?
américains et européens aussi. Hein. D'accord. Oui. Oui. Parce qu'en fait, comme je le disais il y a quelques secondes, l'offre s'est un peu multipliée chez les concurrents. Et donc on s'aperçoit aussi que maintenant on est un peu, entre guillemets, policé. Je veux dire par là qu'on est surveillé, il y a des flashs partout, donc on va chercher du plaisir de conduire. Plus tellement de la performance, ça n'a plus beaucoup d'intérêt d'avoir des motos qui vont à 250 ou 300 km/h sur une route. On va chercher, du plaisir, et deux, peut-être aussi de la personnalisation. Oui, tout à fait. Dans ce sens, tu pourrais dire, Thierry, que c'est vraiment un retour à l'original, Voilà. aux roots de la marque, avec le moteur boxer, le cardan, l'aspect basique. Exactement. Parce Qui que laisse beaucoup d'options de customisation, tout à fait comme on a vu chez le succès de la gamme R90, hein, notamment. Absolument. Donc je suppose que vous allez proposer en même temps toute une gamme d'accessoires pour pouvoir personnaliser sa moto, qui est une base parfaite pour l'équiper dans beaucoup de directions différentes. C'est pas inimaginable. Oui, tout à fait. En fait, on parle de customisation. Je crois que tu connais Fred Kruger. Oui, j'adore. Il est bien connu, même en Flandre. Donc, Oui, bien sûr. J'adore. C'est super. Alors Fred a été champion du monde en 2014 pour la deuxième fois, il avait déjà été avant, avec une BMW, avec le moteur de la K1600, le 6 cylindres, une moto incroyable, vraiment incroyable. Je te propose d'aller faire un tour à Basse-Bodeux, qui est le petit village du côté de Spa où Fred réside, et il va nous parler un petit peu de ses projets et surtout d'un modèle qu'il vient de présenter. On n'est plus sur 2 roues, on est sur 4 roues, on est de nouveau dans l'extrême, on est avec du V12, du Bentley, on est à plus de 700 chevaux. On va chez Fred Kruger. Bon, salut Fred. Salut Thierry. Tu vas bien? Très bien, merci. La pression diminue un petit peu? Un petit peu, ouais. Bon, on te connaît depuis bien longtemps, évidemment, dans le milieu de la 2 roues. Tu as été 2 fois champion du monde. Complète un peu ton palmarès. 6 fois sur le podium en 7 participations. Donc en tout cas au championnat du monde. D'accord. 2 fois champion en 2010 et 2015. Et j'ai remporté tout un tas d'autres concours, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Ouais. Connu comme un des meilleurs préparateurs au monde de moto, custom, dans des styles totalement différents, dans des styles qui ont toujours un petit peu été précurseurs. Et là, tu viens de créer vraiment une surprise énorme. Dans le secret, tu as travaillé sur ceci. Alors, là, on est dans le 4 roues. Tu vas nous expliquer un peu en quoi consistaient les défis majeurs et puis la base de cette réalisation. Je propose à nos téléspectateurs de découvrir en fait cette voiture à travers le shooting que j'ai réalisé, qu'on a fait il y a environ une quinzaine de jours, 3 semaines maintenant. Et donc on va découvrir évidemment la voiture un peu sous ses meilleurs angles. Mais maintenant tu vas peut-être pouvoir me dire par quoi on commence un tel projet. Ouais, j'ai toujours plein d'idées. La plus grosse difficulté, c'est pas de les réaliser, c'est de les financer. Donc j'ai eu la chance d'avoir deux clients, 2 amis et clients qui suivaient dans ce projet, deux investisseurs liégeois. Et voilà, c'est comme ça que ça a démarré. L'idée, dans les grandes lignes, était de réinterpréter les voitures de course des années 30 à ma sauce. On est sur une base moteur Bentley 6 litres biturbo, donc 750 chevaux pour 1000 Nm. Et alors voilà, c'est un moteur moderne. Je voulais absolument communiquer sur une marque ancienne, une marque qui avait un passé course glorieux, une belle histoire. Donc dans les années 30, ils ont remporté les 24 heures du Mans. Enfin, ils ont gagné tout un tas de courses prestigieuses. Et ça reste des défis aussi mythiques, je crois. Hein. Bentley a fait des courses contre des trains. Oui, voilà. Beaucoup se souviendront de cette fameuse histoire. Entre une Bentley, un train et la Vincent Rapide, donc la traversée de l'Angleterre, une course qui a démarré au coin de comptoir bistrot, le premier arrivé là-bas, voilà. Et ça a donné lieu à la fameuse Bentley Blue Train, qui en réalité n'était pas bleue, elle était vert anglais, mais par contre elle s'appelait Blue Train parce que le train, lui, était bleu. Un peu comme la couleur de cette voiture. Voilà, voiture. effectivement. Beau clin d'œil. Beau clin d'œil. Bon, on est sur une voiture sur laquelle tu as tout fait. Tu es parti d'un moteur posé par terre. On voit la taille de ce moteur là dans le fond de l'atelier, c'est un moteur de réserve. Et autour de ça, tu as construit l'ensemble de la voiture. C'est ça, oui. Exactement pareil que ce que je fais pour mes motos. Donc je pars d'un moteur et boîte de vitesse existant et je construis tout autour. Alors,
On est évidemment toujours subjugué par ton niveau de finition, par la qualité que tu apportes, le soin que tu mets à tous les détails. Mais à côté de ça, ce qui est impressionnant aussi, c'est quand même la somme de savoir qu'il faut accumuler pour faire un châssis, pour faire des suspensions qui fonctionnent, pour faire une tôlerie, pareil. Tu es quand même multicasquette, quoi. C'est quand même assez incroyable. Je dis toujours, je suis bon bricoleur. Oui, c'est ça. Oui, on peut dire que tu es bon bricoleur, ça c'est sûr. Alors bon, là, cette voiture a été présentée officiellement par les commanditaires il y a quelques jours. Elle a fait l'objet d'une exposition au Zout Grand Prix. Oui. Sa prochaine apparition. Ce sera les Dream Cars du Salon de Bruxelles, donc à la mi-janvier, où la voiture sera le véhicule vedette donc du Salon des Dream Cars, qui est le salon dans le salon. Bon, alors pour ceux qui se posent la question, le véhicule n'est pas encore totalement terminé, puisque le développement moteur n'est pas encore abouti. Pour la petite histoire, il faut quand même savoir qu'elle est équipée d'un moteur électrique. Voilà. Donc elle est totalement terminée esthétiquement. Ça permettait évidemment de faire les différentes photos, de communiquer dessus. Elle se déplace électriquement, mais le moteur thermique n'est pas encore tout à fait au point, donc il reste à faire de la programmation. Travail que j'effectuerai après le salon de Bruxelles. Donc j'ai rendez-vous chez Dynatech, ici, sur lequel il y a des bords rouleaux, il y a tout ce qu'il faut au niveau technologie pour pouvoir faire une programmation optimale. Et ce sera la phase de développement, donc durant le mois de février, passage au bord, programmation, petite finition mécanique, et alors après ça, et c'est sur test ici dans le coin. Voilà, et tests de roulage qui sont très probablement prévus sur le circuit de Colmar-Berg, qui se prête bien à ce genre de tests. Et quand tout sera évidemment au point, alors je réassemblerai la carrosserie, parce que je vais évidemment effectuer les tests sur la carrosserie pour ne rien abîmer, et je livrerai la voiture, où j'effectuerai encore d'autres expos dans le courant de l'année 2020. Bon, 2 ans et demi tout seul dans l'atelier, ça va, moralement, tu as le coup? Ça n'a pas été facile tous les jours. Ça ne doit pas être simple quand même, de se remotiver tout le temps. Ouais, voilà, c'est beaucoup plus compliqué qu'une moto, parce que le projet est très très long. Ouais. Et oui, tu restes dans l'ombre beaucoup plus longtemps. Voilà, en fait. Exactement. Ouais. C'est vrai que ma petite récompense, mon petit plaisir, c'est de pouvoir construire le véhicule, moto ou auto, et après de communiquer dessus, de le présenter, de discuter avec les différents passionnés, d'échanger, c'est ça qui est chouette. Un peu de retour sur ton travail. Ici, évidemment, c'était plus compliqué. Le mot que j'ai vraiment appris en faisant ce véhicule, c'était abnégation. Tu le prononces très bien. Bon, tu ne t'es pas beaucoup reposé entre le moment où cette voiture est sortie, elle est entre guillemets terminée. Tu as déjà d'autres choses qui se sont mises en route. Oui, bien sûr. On va aller jeter un petit coup d'œil sur la suite. Voilà, allez, avec plaisir. Bon, ben voilà, Fred, ton prochain travail, ton prochain défi, ça n'aura pas traîné, évidemment. Non. Donc, on est sur une Triumph. Voilà, 1200, Scrambler 1200 XE, qui sera un peu moins XE que la version d'origine. Ouais, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est de faire plus une version Dirt Track, ou en tout cas Road Track, ou quelque chose de plus utilisable sur route, beaucoup plus compact, des roues un petit peu plus petites, des suspensions plus basses. D'accord. Voilà, un esprit un peu plus course cendré, mais un peu un gros supermote, quoi, pour faire court. D'accord. Prévu pour quand? En théorie pour fin d'année, mais je suis un petit peu en retard. Donc ce sera, j'espère avoir fini le montage à blanc pour la fin d'année. Et présentation dans le courant de l'année prochaine. On verra, on décidera de la date nous deux. Ouais. Est-ce qu'on a peut-être l'espoir de l'avoir au salon? Je ne sais pas, peut-être monter à blanc, ça ne dépend pas de moi. Ça pourrait peut-être être sympa, mais je ne m'avance pas là-dessus, on doit discuter. Donc on va peut-être se prévoir un petit tournage style Grande Évasion quand elle sera prête. Oui, bien sûr. Grande Évasion avec un petit peu d'asphalte de temps en temps quand même, pas uniquement des prairies. Histoire de prendre un peu d'angle. Bon Fred, merci, je vais te laisser bosser parce que avec plaisir. Que taf, hein. Merci de m'avoir reçu, merci d'avoir montré aux téléspectateurs cette merveille. On se donne rendez-vous bientôt pour des nouvelles aventures. Pour de nouvelles aventures. Salut Fred. Bon voilà, Jeroen, une réalisation de Fred Kruger quand même encore assez extraordinaire. Et bon, maintenant qu'il a terminé avec 4 roues, il repart sur 2 roues, donc je suppose qu'on aura l'occasion très bientôt de revoir ses réalisations, et certainement avec des bases de BMW. BMW, bon, moi personnellement, je roule en BMW depuis 1996. Et en fait, je ne suis pas le seul.
On peut se balader le dimanche sur nos routes. On croise évidemment beaucoup de BMW. Oui, donc en fait, une raison du succès évidemment de la marque, c'est que vous avez investi pour que les concessionnaires soient uniquement des concessionnaires BMW. Tout à fait. C'est un processus qui existe déjà 25 ans en Belgique et ça fait de nous un peu un précurseur en Europe. Donc on est les premiers à faire cela. Et oui, les résultats sont là. Donc, c'est une marque de confiance en fait. Tout à fait. Et tous les motards savent que une moto, c'est aussi le concessionnaire. Oui, absolument. Il y a toujours un rapport, évidemment, moi sans citer un concessionnaire particulier, je te dis, je roule en BMW depuis un peu plus de 25 ans, et en fait, je vais chez un concessionnaire parce qu'en fait, il y a un rapport humain. Il y a aussi la avec confiance. lui. Oui, et puis il y a aussi certains concessionnaires qui s'investissent un peu dans la compétition, par exemple, et je trouve qu'ils méritent qu'on les soutienne aussi par acheter des motos chez eux. Mais ça, c'est une considération tout à fait personnelle. Tout à fait, mais c'est la raison du succès n'est pas seulement la marque et les bons produits, mais c'est aussi le réseau de concessionnaires. Maintenant, c'est surtout la base de ce succès, ce sont surtout les gens qui travaillent derrière les coulisses, hein, les techniciens qualifiés. Bien sûr, bien sûr. Jeroen, on va juste parler un petit peu de sport. Et je vais t'emmener découvrir une autre moto, une moto d'une autre marque, une moto dont la grande sœur, la Triumph Speed Triple, a 30 ans. C'est une moto qui a révolutionné un petit peu le monde du sport à l'époque, en fait du roadster agressif et méchant. Mais sa petite sœur vient de sortir avec une refonte complète et le modèle de la Street Triple arrive avec le moteur qui équipe les machines de Moto 2, et donc on va faire un petit tour en Espagne, on va aller découvrir cette moto et il va y avoir du sport. Bonjour à tous, alors aujourd'hui pour Carter et Piston, nous sommes à Cartagena en Espagne sur un circuit et j'ai le plaisir d'essayer pour vous la nouvelle Triumph RS Street Triple. Alors la RS Street Triple est apparue en 2007 déjà avec le moteur de 675 cm3. 10 ans plus tard, en 2017, elle se parait du 765, le moteur actuel. Et c'est l'équipe Moto 2 qui a développé ce nouveau modèle, puisque vous savez que c'est le moteur qui équipe toutes les Moto 2 actuellement qui se disputent le championnat du monde. Triumph a profité de cette remise aux normes Euro 5 pour effectuer quand même un gros travail sur son bloc propulseur. Et il annonce un gain de 9% au niveau du couple sur la plage moyenne de régime. Effectivement, c'est plutôt entre 6500 et 9500 tours qu'on sent vraiment une différence à la conduite. Donc 9% de couple en plus, 9% de puissance disponible en plus sur une plage de régime qui est plus lissée, et donc des performances encore accrues par rapport à la dernière version. Alors, il y a bien sûr un apport technique, donc essentiellement au niveau du moteur, mais le design a été revu également. À part le réservoir, pratiquement tout a bougé. Vous me direz, il n'y a pas beaucoup de différence, mais c'est par-ci par-là des petites retouches, des petits détails. Le petit tête de fourche est différent, les optiques de phare également, l'ensemble selle coque arrière est différent aussi. Voilà, il y a beaucoup de petites choses qui ont fait évoluer la Street Triple dans son dessin en général. On continue un petit peu le tour technique, si je puis dire, en parlant des freins. Bon, les freins, ça c'est vraiment du super équipement, c'est du Brembo, 4 pistons, étrier radial, M50. C'est difficile, je pense, d'équiper un roadster mid-size avec de la meilleure qualité que celle-là. Alors, la boîte de vitesse a également été revue. Elle est plus fluide, d'après les dires des ingénieurs. Et puis, il y a surtout un quick shifter, up and down. Donc ça, c'est une belle amélioration. Vous voyez aussi que le silencieux a été modifié. Il était déjà pas mal. Maintenant, il a un petit embout en carbone, du plus joli effet. On a également maintenant un tout nouveau écran TFT. Il y a pas mal d'électronique sur cette moto. Cet écran peut afficher 4 couleurs différentes. Vous pouvez le paramétrer un petit peu comme vous voulez avec un affichage bien personnalisé. Il y a également au niveau du traction control 5 modes de conduite différents. Donc pluie, route, sport, track pour le circuit donc, et rider. C'est-à-dire que vous avez un mode de conduite que vous pouvez personnaliser à souhait en réglant comme vous voulez, en paramétrant l'ABS, en paramétrant le traction control. Dernière preuve de l'équipement qui est vraiment de qualité, les pneus sont des Pirelli Super Diablo Corsa. Vraiment quelque chose de très bon sur le marché. Donc
on n'a pas lésiné véritablement sur les composants de cette moto pour en faire et pour garder surtout un roadster vraiment performant. Alors comment s'est déroulé l'essai? Ce matin, on est parti sur des petites routes de montagne, ce qui nous a permis de vérifier la maniabilité de cette moto, qui est un vrai régal. Vraiment une moto facile, une moto qu'on inscrit comme on veut. Beaucoup de machines ont toujours un petit quelque chose à l'inscription en virage, une fois qu'on est sur l'angle, etc. Ici, franchement, elle a un très bel équilibre. Comment dire, elle se mène véritablement du regard, très très agréable. On s'y sent tout de suite à l'aise, vraiment dès les tout premiers mètres. La position de conduite est très bonne aussi, on est vraiment bien installé, même pour les grands gabarits. Le guidon tombe bien en main et on a également des commandes réglables, aussi bien du côté de l'embrayage que du côté du frein, avec un petit plus ici au niveau du levier de frein, avec un excentrique qui permet de faire varier la force exercée sur le piston. Mais l'âme de cette moto, bien sûr, c'est son moteur, son tricylindre. Il n'y en a pas tant que ça sur le marché. Un tricylindre, ça associe pas mal de qualités. Ça va reprendre un petit peu le couple assez rugueux d'un bicylindre, en même temps la linéarité d'un 4 cylindres. Et ça se situe un peu entre les deux, donc c'est très agréable parce qu'on a beaucoup de répondants, un peu à tous les régimes. C'est un moteur qui monte quand même bien dans les tours. Donc vraiment, l'âme de cette moto, il n'y a rien d'autre à dire, et le tout avec un son absolument mélodieux et magnifique. Alors Triumph revendique sa Street Triple comme la plus légère du marché dans son segment. Effectivement, les petites routes ont permis de voir une moto vraiment vive, maniable, agréable, comme on l'a déjà dit, avec un freinage au-dessus de tout soupçon, un moteur qui relance à tous les régimes, avec, comme je l'ai déjà dit aussi, une belle sonorité. Vraiment un roadster très plaisant et étonnamment avec un bon confort. On est bien installé, les suspensions qui sont évidemment de très grande qualité puisque c'est du Öhlins, travaillent très bien. On a l'impression qu'on pourrait faire pas mal de bornes avec ce petit roadster sans pour autant avoir mal au dos. Donc en résumé, il ne manque vraiment pas grand chose sur cette moto, sur ce petit roadster. Et il faut souligner également la très belle finition, une habitude chez le constructeur anglais. Voilà, ça c'était pour la partie du matin, mais cet après-midi, on a eu le plaisir de faire quelques sessions sur le circuit de Cartagena, ici, juste derrière moi, parce que cette moto est tout à fait capable de montrer ses qualités sur un circuit. Et à cet effet, elle a vraiment épaté pas mal de monde, puisque même dotée d'un grand guidon comme ça, elle est très performante, elle est très facile. On peut se permettre pas mal d'erreurs à son guidon qui se rattrape assez aisément. Elle a une très bonne tenue de route. Le moteur a une large plage de puissance, donc une moto facile et performante en même temps, avec un très bon équilibre, donc pas mal de qualité. Mais j'ai été étonné par le fait que véritablement, tour après tour, on ne sent pas du tout la fatigue, tellement la moto est facile à emmener et agréable. Alors quels sont les défauts de cette machine, puisque jusqu'à présent vous allez me dire que j'en ai pas nommé beaucoup. Il y a d'abord peut-être le contour qui est vraiment illisible malgré les différentes possibilités d'affichage à l'écran. Le look, on aime ou on n'aime pas, c'est très moderne, on va dire ça comme ça. Les coloris sont nouveaux mais restent relativement discrets avec toujours des nuances de gris ou de noir. Il y a bien sûr aussi le fait que, étant un roadster, le programme d'utilisation est relativement limité. On n'a pas beaucoup de protection au vent, c'est pas vraiment fait pour le duo bien entendu. Malgré tout, comme je l'ai déjà dit, elle s'en sort pas trop mal au niveau du confort. Donc voilà, une moto attachante certainement, grâce à d'abord son 3 cylindres qui est vraiment fameux, une bonne cylindrée, 765, maintenant il est plus coupleux qu'auparavant, il est puissant, onctueux vraiment. Et ce qui ne gâche rien, dernière bonne surprise, le prix de cette moto est en légère baisse. Donc sur le marché belge, elle vaudra 11 500 €. Ce qui, pour la qualité et les éléments qu'elle propose, est véritablement une très bonne offre. Voilà, je vous laisse retrouver Thierry et retourner maintenant chez Globetrotter. À très bientôt pour un nouvel essai pour Carter et Piston. Voilà, Jeroen, écoute, merci de tous ces éclaircissements. Merci de nous avoir un peu levé du voile sur les secrets de la marque, sur ce qu'elle nous prépare. Je suppose que l'année 2020 va être riche aussi en présentation et en nouveautés pour la marque. On aura probablement l'occasion de se revoir peut-être à Milan dans quelques jours et en tout cas évidemment au Salon de Bruxelles et puis et j'en suis ravi vraiment sur les routes puisque tu es venu ici en moto et j'espère qu'on aura l'occasion de faire une balade ensemble très prochainement. À très bientôt, merci de m'avoir invité. Grand plaisir. Bon, on a parlé de votre vie, on a parlé de la manière dont vous avez commencé, mais bon, il y a de l'avenir aussi. Bien sûr, j'espère. Bon, c'est quoi les projets?
Le premier projet ici, c'est on vend nos motos. Puis une fois qu'elles sont toutes vendues, on espère pouvoir repartir cet hiver. D'accord. Refaire un conteneur de moto, chose qu'on n'a pas encore faite puisque d'habitude on part l'été. Ah oui. Voilà, cet hiver on partira, on verra bien comment ça se passera. C'est un peu plus complexe à faire, comme il y a la neige qui est présente là-bas, les conditions climatiques sont différentes de la Belgique. Ouais. Donc on ne peut plus parcourir autant de distance pour aller chercher des motos. Donc Et votre moyen de les trouver là-bas, c'est quoi? Petites annonces? Ouais. Généralement, c'est les petites annonces, c'est ce qui marche encore le mieux. Ou alors, c'est des contacts via. Bouche-oreille. De plus en plus. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, donc il faut un petit peu de temps, mais ça se crée. On a notre réseau là-bas. Alors bon, quand vous m'avez expliqué un petit peu votre manière de fonctionner tous les deux, sur le fait que vous aimiez que les gens qui vous achètent des motos viennent ici boire le coup de temps en temps, ça se passe comment? On fait soit des petits événements, par exemple quand on est revenu avec le conteneur, on a fait un déballage de conteneur. Ah oui. Et donc les personnes qui nous suivent via notre page Facebook Globetrotter peuvent venir au déballage et donc ils sont en exclusivité pour voir les motos. Premier servi. C'est ça. C'est vraiment le. Oui, moi je veux celle-là, Parce qu'il y a d'une part toutes les motos, puis on ramène aussi un peu plus de choses comme des petits vélos vintage. Des années 70, peut-être là un peu de déco canadienne, etc. Un peu de sirop d'érable. C'est ça. Ça, c'est vraiment top. Et en fait, sinon, on voyage autre part qu'au Canada. Vous avez d'autres projets? Oui, parce que ce qu'il y a, c'est qu'au Canada, on n'a pas l'occasion de rouler beaucoup. Et ça nous manque énormément. D'accord. Donc là, on va prendre notre vengeance et on part au Cap Nord au mois de juin, donc 2020. On va en moto jusqu'au Cap Nord. D'accord, ok. Avec quoi comme moto? Ça, il va falloir encore la trouver. Des trails, c'est sûr. Oui, c'est un beau voyage, particulier comme voyage, mais ça change en fait. En général, on va vers le sud, et là, vous allez vers le nord. On a envie d'aller, c'est vrai que le Canada aussi nous donne, on aime beaucoup cette ambiance et je pense qu'on va la retrouver en partant dans les pays nordiques. Puis on part en pleine autonomie, on prend les tentes, les réchauds, tout ce qu'il faut, on part en autonomie jusqu'au Cap Nord. Et la canne à pêche. Et la canne à pêche, Et l'anti-moustique. Bon, écoutez, on arrive tout doucement au terme de cette émission. Vraiment, j'ai été ravi de vous rencontrer. J'ai vraiment passé un super moment. Vous êtes vraiment super sympa, super cool. J'aime beaucoup l'idée, j'aime beaucoup la manière dont vous évoluez vers la communauté et vers les gens. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'irremplaçable, quoi. À partir du moment où il y a de l'humain, moi, je trouve qu'on est dans le bon. Donc, bravo, vraiment. Merci. Moi, je vous souhaite vraiment bonne route, bon vent. Merci. On aura certainement l'occasion de se revoir. Parce que la Belgique n'est pas si grande que ça, finalement. Et à partir du moment où on a du mouvement comme chez vous, je crois qu'on est appelé à se revoir, évidemment. Donc voilà, écoutez, super émission une fois de plus dans un endroit vraiment génial. Suivez-les sur Facebook, Globetrotter. Vous allez voir, c'est vraiment très sympa. Donc je vous donne déjà rendez-vous pour l'émission du mois de novembre. Au mois de novembre, on aura déjà quelques essais, dont un de taille, la Triumph Rocket 3, 2500 cm3, 160 chevaux. Ça va faire parler la poudre. On redécouvrira aussi la Yamaha 700 Ténéré face à sa grande sœur, la 1200 Ténéré. On aura évidemment aussi toutes les nouveautés de l'ECMA et on pourra se préparer à un hiver que j'espère le plus court possible. D'ici là, portez-vous bien, continuez à suivre évidemment l'émission Carter et Piston, continuez à vous abonner, ça c'est vraiment génial. Continuez de vos commentaires, je suis ravi et surtout, comme on dit, gaffe sur la route. J'avais dessiné sur le side son doux visage qui me souriait